Ce qui est intéressant avec la politique, c'est que c'est autant une façon de s'impliquer très, très localement dans sa communauté que de promouvoir ses grandes idées pour la société. Mais c'est sûr qu'au final, tout le monde le fait pour améliorer sa communauté, sa société, puis sentir qu'on fait la différence. Quand t'es dans ta zone de confort, t'es bien, t'es habitué, fait que tu te mets pas au défi de toi-même. Hein, c'est quand tu vas en dehors de ça que là, tu vis des défis, que tu t'imposes parfois même des difficultés. Mais c'est quand tu réussis à travers tout ça que là, tu dis « Hey, mais je suis capable, tu sais. » Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, Catherine Fournier, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnelle. T'es une femme que j'admire absolument pour tout ce que tu fais et les valeurs que tu portes. Hey, c'est gentil, merci pour l'invitation, j'en suis très heureuse. Puis, écoute, comme première question, j'ai lu que tu avais été élue la plus jeune de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à te lancer en politique et tes motivations derrière cette décision-là? Écoute, ça s'est fait un peu naturellement. Tu sais, c'était pas comme un plan que j'avais planifié. Lorsque j'étais plus jeune, par exemple, je me ramène au secondaire, puis jamais j'aurais même pu croire que j'aurais fait de la politique un jour dans ma vie, encore moins à un aussi jeune âge. Moi, c'est vraiment davantage quand je suis arrivée au cégep que là, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient engagés politiquement, puis donc que j'ai commencé à faire, à m'impliquer, tu sais, bénévolement. J'étais déjà très impliquée dans ma communauté parce que depuis, justement, mon adolescence, je me suis engagée là, dans plusieurs causes, un peu plus dans mon milieu, mais jamais comme en politique comme telle. Et donc, de fil en aiguille, cégep, université, j'ai été engagée, puis je voyais à quel point il manquait de relève dans les organisations politiques de façon générale. Donc, la première fois que je me suis lancée à l'élection fédérale de 2015, j'avais 23 ans, puis je le faisais vraiment pour montrer qu'il y avait une relève en politique, puis qu'il y avait justement une jeunesse engagée, puis qu'on avait une voix, puis des projets à porter. Puis finalement, j'ai vraiment eu la piqûre en faisant cette campagne électorale-là. Donc, même si j'ai perdu cette fois-là, je m'étais dit « Ah, mais c'est sûr qu'un jour dans ma vie, je vais me représenter. » Puis encore là, je pensais pas que ça viendrait aussi rapidement, mais finalement, il y a une occasion qui s'est ouverte pour moi l'année suivante. Et donc, j'ai décidé finalement de foncer, de me réembarquer. Puis finalement, cette fois-là, ben, j'ai été élue. Ben c'est sûr, ça prouve aussi l'importance de se relever après chaque échec, parce que tu sais jamais quand est-ce que la fois que tu vas te relever va être la bonne. Exact. Puis dans le fond, tu sais, c'est sûr que sur le coup, lorsque j'avais perdu mon élection, j'étais super déçue parce que même si au départ, je le faisais pas particulièrement pour gagner, tu sais, mes chances étaient mitigées, mais au fil du temps, tu sais, j'avais probablement, les sondages étaient meilleurs, de un, puis de deux, je m'étais tellement investie, je m'étais tellement engagée, puis j'avais tellement aimé ça que je m'étais finalement vue comme députée, puis je m'étais dit « Ah, j'aimerais ça », puis j'ai été tellement déçue, là, je me suis avoir pleuré ma vie là, à ce moment-là quand j'ai finalement perdu, parce que, tu sais, au final, j'y croyais, puis je le voulais. Mais tu sais, quand j'y repense a posteriori, c'était vraiment loin d'être un échec parce que j'ai tellement appris dans cette expérience-là, puis là, c'est peut-être cliché de le dire, mais aussi, ça m'a ouvert plein de fenêtres, tu sais, des occasions. À la suite de ce résultat électoral-là, j'ai été engagée au cabinet de chef de l'opposition officielle à Québec, à l'Assemblée nationale. Donc, ça m'a permis de me familiariser déjà avec le milieu de l'Assemblée nationale. Puis finalement, c'est là que j'ai été élue un an plus tard. Mais ça m'a permis d'acquérir aussi une expérience politique, de rencontrer des collègues, futurs collègues députés qui m'ont même appuyée dans ma campagne l'année suivante. Le personnel politique, même j'ai rencontré des amitiés que je chéris encore aujourd'hui. Donc, non, tout finit par mener à bon port. Moi, en tout cas, c'est ma petite philosophie de vie, là, tu sais, je me dis, peu importe les défis rencontrés, puis des fois, on dévie un peu peut-être de ce qu'on avait imaginé, mais finalement, c'est pour le mieux, puis c'est un peu la chose, puis peut-être qu'on va y revenir, mais moi, je dis toujours, je rencontre beaucoup de jeunes, tu sais, dans mon parcours ou dans certains événements, puis je leur dis, faites confiance, tu sais, dans le sens, saisissez les occasions qui se présentent à vous. Tu sais, on fonce, ça marche pas toujours, mais ça amène ailleurs, puis ça amène ailleurs, puis plus qu'on s'ouvre de portes, ben on dirait que ça vient comme naturellement se placer. Ouais. Ben c'est drôle parce que j'en parle. J'ai sorti un épisode hier qui était justement sur mes 13 incontournables selon moi pour avoir du succès.
Puis mon premier point, c'était de se le relever après chaque échec et d'apprendre à l'apprivoiser. Puis il y a aussi le point de toute chose arrive pour une raison. Donc, même si tu veux un échec, admettons, à un certain point, ou c'est quelque chose que tu voulais vraiment, vraiment, et que tu sens que c'était pour toi, mais que ça arrive pas, tu le vois pas en ce moment, mais il y a toujours une raison derrière ça. Puis, c'est drôle parce que moi, ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie, comme j'ai voulu avoir une certaine situation et moi aussi, comme toi, j'ai tellement pleuré quand je l'ai pas eu parce que je comprenais pas, j'étais comme c'est à ma place, c'est ça que je voulais. Tu le mérites parce que des fois, ça fonctionne pas, même quand t'es la personne qui le mérite. Hein? Ouais. Puis le syndrome de l'imposteur vient aussi des fois dans ce processus-là, mais je pense que justement aussi, comme sortir de ta zone de confort, puis apprendre à te faire confiance, ce dont tu as fait preuve nécessairement dans ta carrière en politique, parce que c'est incontournable, je pense, comme aspect, c'est vraiment, vraiment l'important, selon moi. Oui, mais en fait, je pense même que, puis j'en ai déjà parlé, j'ai fait une publication sur Instagram à ce sujet-là, mais je pense que de sortir de sa zone de confiance, c'est ça qui génère le plus de confiance. Ouais. Parce que, justement, quand t'es dans ta zone de confort, t'es bien, t'es habitué, fait que tu te mets pas au défi toi-même. Hein, c'est quand tu vas en dehors de ça que là, tu vis des défis, que tu t'imposes parfois même des difficultés, mais c'est quand tu réussis à travers tout ça que là, tu dis « Hey, mais je suis capable, tu sais. » Ouais. Puis là, ça t'amène ailleurs, puis ta zone de confort a grossi, fait que là, pour repousser tes limites, ça va toujours plus loin. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis t'as raison, tu sais, quand tu dis tout arrive pour une raison. Par contre, tu sais, j'apporterais une petite nuance. Ouais. C'est que la raison, on la trouve après. Tu sais, c'est pas vrai que l'univers va nous guider, puis il y a des choses terriblement injustes qui parfois peuvent nous arriver, puis je pense pas qu'on l'a mérité ou quoi que ce soit, mais c'est dire, quand il nous arrive quelque chose, ben de justement trouver dans cet événement-là ce qui va nous porter ailleurs, ce qui va nous faire avancer malgré tout. Absolument, 100%, parce qu'on s'entend, on regarde le monde en ce moment, puis il y a plein d'injustices, et personne demande à ce que ça arrive en tant que tel, et personne ne mérite ça. Mais je pense dans les situations de la vie de tous les jours qui sont plus, admettons, tu sais, tu perds un emploi ou bien tu voulais telle relation, mais ça fonctionne pas. Des situations plus quotidiennes, il y a toujours comme dans le derrière, selon moi, selon mes croyances, quelque chose de mieux qui va arriver après. Ben oui, mais il faut, puis c'est ça, il faut le trouver, puis c'est ça le but, mais dans le fond, tu sais, c'est vraiment toi qui va le déterminer. Ça, faut pas juste reposer que quelque chose arrive, mais c'est justement s'en servir pour nous amener ailleurs. Absolument. Puis je pense aussi qu'en tant que tel, moi, le leadership, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi et que, justement, il y a beaucoup de gens qui posent la question, est-ce que c'est un trait qui est inné ou qui se développe? Personnellement, je pense que ça se développe, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est une bonne question. C'est sûr que ça se développe parce que, je veux dire, comme toute habileté, tu sais, même quelqu'un qui aurait un talent naturel, je sais pas, en musique, ben ça prend généralement de la pratique quand même et un développement de ça pour... même si la personne est un virtuose né, par exemple. Donc, je pense que c'est la même chose pour le leadership. C'est sûr que, comme tout trait de personnalité ou tout talent, on part avec une certaine base d'un don naturel ou pas. Mais quelqu'un qui partira avec zéro pourrait quand même le développer puis arriver à la même place que quelqu'un qui part avec beaucoup de leadership, mais qui n'a pas vraiment travaillé là-dessus. Ouais. Je pense que c'est un petit peu des deux. Puis toi, est-ce que tu dirais que, selon toi, tu l'avais naturellement ou c'est un peu des deux, justement, ça s'est développé? Les deux, certainement. C'est sûr que je pourrais pas nier que ça a toujours été quand même un peu en moi. Quand je repense à mon enfance, par exemple, c'est sûr que j'étais toujours un peu l'instigatrice là, des activités de groupe entre mes amis et moi, ou tu sais, avec mes frères, avec mes cousines, mes cousins, tu sais, j'étais un petit peu boss des bécosses peut-être quand j'étais petite. Mais après, tu sais, donc, ça évolue dans le temps, puis évidemment, là, tu apprends aussi à agir en collégialité, puis tu sais, il y a tellement d'aspects qui se développent, puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup à apprendre. Mais c'est aussi gérer les différentes personnalités avec lesquelles tu travailles. Puis aussi, moi, c'est... un aspect dont j'avais beaucoup de difficultés, en fait, c'est que dans la vie, je veux souvent faire en sorte que les gens se sentent bien et qu'ils se sentent écoutés, respectés. Mais des fois, les décisions que tu vas être amené à prendre ne peuvent pas aller avec, justement, ce que tout le monde voudrait, parce que c'est tellement des opinions qui sont divergentes des fois. Comment est-ce que toi, tu prends des décisions plus efficaces en tant que leader dans ton quotidien? Mais c'est sûr qu'il faut chercher le compromis, le consensus.
C'est pas évident. C'est d'essayer d'être le plus rassembleur possible. Ça arrive par l'écoute, puis aussi un certain lâcher-prise quand même, dans le sens où on peut pas plaire à tout le monde, comme tu dis très bien. Ça vaut autant pour des grandes décisions politiques sur lesquelles je suis amenée à me pencher, mais ça vaut aussi pour la gestion d'équipe. Moi, j'ai une équipe rapprochée quand même. J'ai 15 élus qui font partie de mon équipe, une quinzaine de membres de mon cabinet également. Donc, c'est quand même beaucoup de monde, je veux dire, de près dans ma petite bulle, un peu plus de gestion. Puis, c'est ça, c'est pas toujours évident aussi de même devoir composer avec les relations, non seulement entre moi et ces personnes-là, mais entre ces personnes-là entre elles. Parce que quand tu as comme un rôle de leadership, ben tu dois un peu quand même garder un œil ou comme t'impliquer lorsqu'il y a des situations de conflit, de gestion un peu de troubles de personnalité. Puis ça, c'est difficile quand même. Moi, en tout cas, ça, c'est un aspect que je trouve qu'il y a davantage de défis pour moi, en tout cas. Ouais. Non, ça, je comprends. Je pense que j'allais dire c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est faux. Il y a des gens qui sont eux, gérer les conflits, ils sont comme, je fais ça comme entendre le dire. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait du conflit. On règle ça, on parle. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai naturellement, là. Puis, ce qui m'amène à mon prochain point, en fait, c'est quand... Moi non plus. Ouais. Je te rassure vraiment pas. Parce que je pense que en tout cas, moi, j'ai vraiment pas de personnalité conflictuelle. Puis des fois, ça peut être problématique dans le sens où, c'est correct de mettre son point. Puis, je le fais quand même relativement. Mais on a besoin, on dirait que moi, je suis comme... je suis beaucoup en mode, genre, je préserve mon énergie dans le sens où, des fois, je suis comme, je devrais dire telle chose, mais on dirait que ça me tente pas. Puis, justement, j'aime pas des fois ce que ça génère, alors que, dans le fond, c'est sain de le faire. Je suis un petit peu trop, des fois, dans le déni ou dans l'échappatoire. Il faut que je me corrige, il faut que je m'améliore là-dessus, parce que je pense qu'il y a des façons de bien dire les choses, puis il faut pas que j'ai une petite tendance à la fuite de ce genre de situation-là. Mais au moins, j'en suis consciente, puis je travaille là-dessus. Mais c'est pour ça que j'ai de la difficulté aussi à comme intervenir dans les conflits des autres, parce que même si moi, je me mets pas en situation, même je fuis un peu le conflit. Donc, c'est sûr que je trouve ça difficile d'intervenir dans une situation qui est externe aussi. Ouais. Puis moi, je pense que un truc aussi dans le conflit, c'est que vu que moi non plus, j'ai pas du tout une personnalité qui est conflictuelle, j'ai en plus tendance à dire comme, tu sais quoi, moi aussi, j'ai un peu sweep it under the rug, comme on dit, parce que j'ai pas envie que ça vienne drainer mon énergie. Mettre ça sous le tapis. C'est exactement ça. Merci d'avoir corrigé mon anglicisme. Mais en tant que tel, aussi, quand il y a un conflit, admettons, au sein de ton équipe, j'ai l'impression que même si ça n'a pas nécessairement de rapport avec toi, des fois, je peux me sentir comme attaquée, mais juste parce qu'il y a de la friction entre certaines personnes et je sens le besoin, en fait, d'aider, même si des fois, tu sais pas trop comment faire ou comme... J'ai l'impression que c'est un sentiment qui est pas... voyons, j'ai juste le mot déshonorable qui n'est aucunement le mot que je veux dire, mais qui est un peu inconfortable, si je peux dire. Oui, je comprends. Ouais. Puis ça vient aussi justement à la critique, parce que je sais que la politique est un domaine qui est extrêmement difficile en termes de critique, parce que tout le monde a une opinion sur tout, et la plupart des gens n'ont pas peur de la dire. Et comment est-ce que tu gères, en fait, cette pression-là? Ben, tu me diras si c'est une pression en tant que telle, mais ben oui, certainement. D'être sous les projecteurs. Puis comment est-ce que tu gères la critique en tant que telle? Parce que c'est la peur de plusieurs personnes, je pense. C'est sûr. C'est drôle parce qu'en même temps, c'est un peu paradoxal. J'ai l'impression que la plupart des gens sont leurs plus grands critiques. Et pourtant, on a peur de la critique qui est extérieure. On pourrait peut-être commencer à travailler sur nous-mêmes pour... mais c'est sûr que c'est pas... ça vient avec, nécessairement, parce que c'est normal, en démocratie, si on est élu par la population, il faut qu'on soit également imputable de nos décisions. Ça veut dire que les gens peuvent commenter ce qu'on fait. C'est pas évident, mais encore là, tu sais, quand t'es convaincu que t'as pris la bonne décision pour la collectivité que tu sers, les gens que tu représentes, ben moi, je suis en paix avec ça. Après, je pense que tout s'explique, que tout se présente. C'est pas nécessairement tout le monde qui veut écouter ou qui est prêt à entendre la position, puis tout ça, puis c'est correct, c'est un droit, puis après, les gens peuvent faire leur choix en fonction de ça, mais moi, je crois là, cette approche-là ouverte, puis pédagogue, puis
ça fait partie de ce qu'est la politique. Politique et imputabilité sont foncièrement liés pour le meilleur et pour le pire. Ben, c'est ça. Mais moi, je pense beaucoup plus pour le meilleur. Ah oui, moi aussi, je pense honnêtement, mais j'ai l'impression que, justement, parce qu'on parlait, au début, tu disais qu'on est souvent nos pires critiques, et je suis tellement d'accord. Tu vas toujours être la pire personne envers toi-même, puis le plus grand combat que tu vas avoir à faire, c'est toi versus toi. Parce que peu importe aussi ce que les gens vont dire, les gens sont pas dans ta tête, les gens savent pas ton parcours, ils ont pas marché dans tes chaussures. Exact. Donc, c'est vraiment apprendre, justement, à plus te ressourcer, puis prendre les meilleures décisions pour toi-même et qu'est-ce qui te bénéficie au final. Parce que je pense que quand t'es heureux aussi, c'est que ça se reflète sur tout le reste de ta communauté. Tout à fait. Puis je veux dire, en politique, c'est sûr, là, tu dois prendre la décision pour le plus grand nombre, là, en fait, de gens que tu représentes. Pour ça, je pense que quand tu sais toi-même que tu as tout fait, que tu as tout supposé, que c'est la meilleure décision compte tenu de tout ce que toi tu sais, puis c'est normal que tout le monde puisse pas avoir accès à la même information, même si tu fais tout le travail pour rendre le tout le plus transparent puis le plus accessible possible. La réalité, c'est que des fois, c'est frustrant, là, mais l'information se rend pas nécessairement là, pour toutes sortes de raisons qui prêtent une discussion en soi. Mais je pense qu'après, tu dors bien puis que tu t'es en paix avec ça. C'est une façon de parler, mais c'est pour ça que moi, à partir d'un certain point, j'ai un lâcher-prise, dans le sens où, regarde, moi, je fais tout ça, puis après, ben, advienne que pourra. Ben oui, puis t'es bien avec tes décisions, c'est ça l'important au final. Là. Exact, dans ce temps-là. Tant que tu danses tes deux oreilles, comme tu le dis. Dans ce temps-là, je pense que la pression est beaucoup moins pire. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avec le temps, en tant que tel? Oui, mais tu sais, en même temps, je trouve ça bon qu'il y ait de la pression, dans le sens où, tu sais, c'est des grandes responsabilités aussi. On a comme un pouvoir décisionnel qui peut avoir une influence directe sur la vie des gens. C'est comme une petite dose de comme dire, assis-toi pas trop confortable, puis, tu sais, fais attention, puis travaille fort, puis... fait que je trouve ça correct, tu sais. Puis oui, j'ai appris avec ça, mais je pense que j'aime ça aussi, tu sais, c'est une certaine adrénaline aussi, toujours, tu sais, une vigilance qui, oui, des fois peut être lourde, peut faire en sorte qu'on est fatigué à certains points, mais en même temps, c'est ce qui fait ça vient, encore ça aussi, ça vient avec, je trouve ça... Fait que oui, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est sûr qu'il y a peut-être des personnalités qui l'ont plus facile aussi pour toutes sortes de facteurs. Mais aussi, ça s'améliore avec le temps. Là. Moi, je sais qu'à mes débuts, à l'Assemblée nationale à 24 ans, s'il arrivait quelque chose, une controverse, quoi que ce soit, je la prenais pas de la même façon que je la prends aujourd'hui. Fait que c'est aussi un peu avec des expériences, aussi que tu te dis, ben, il est pas arrivé, ça a pas été finalement la catastrophe anticipée, ou comme, ben, les gens oublient, il y a quelque chose qui arrive, là, t'as l'impression que c'est gros, là, puis là, ça va, les gens vont juste te parler de ça, puis finalement, quelques semaines plus tard, on est passé à un autre appel, puis, ben, faut le vivre pour le comprendre, puis pour le savoir, pour la prochaine fois, puis pour au moins... peut-être anticiper, puis baisser son niveau d'anxiété puis de stress. Ouais, puis ça va, puis ça vient aussi, là, sur le moment, c'est sûr, ça doit tellement être gros, puis c'est comme un boulet que t'as au-dessus de la tête, mais comme tu dis, justement, après des années, les gens vont probablement plus s'en souvenir. Exact. Puis des fois, c'est anecdotique, mais pour toi, t'as l'impression que c'est vraiment gros, là. Puis sur le moment, surtout, c'est que t'as toute la charge émotionnelle qui vient avec ça, donc c'est tellement lourd. Mais une fois, c'est ça aussi, l'aspect de sortir de ta zone de confort. Après cet événement-là, t'as réalisé que t'étais correct et que tu étais en sécurité, peu importe. Donc, ça te bâtit aussi, je pense, une confiance pour les prochaines fois que ça arrive, comme tu dis. Oui, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la confiance, c'est peut-être la résilience. Oui. Mais je pense que les deux peuvent aller ensemble. Oui, non, t'as raison. Vraiment. Confiance et résilience. Oui. Mais tu parlais justement du fait qu'avec ce pouvoir décisionnel, ça fait en sorte que tu te lèves le matin, puis oui, c'est un stress naturellement parce que tu as un impact sur la vie de tellement de personnes, mais c'est aussi un motivateur pour toi. Mais est-ce que tu dirais que ça fait partie de ta mission personnelle et professionnelle ou sont différentes? Non, mais tu sais, je peux pas, moi, mettre une ligne entre ma mission personnelle et professionnelle dans le sens que ma vie professionnelle est trop intrinsèquement liée à ma vie personnelle. Puis, tu sais, quand on parle des types de motivation, mais c'est justement la motivation interne, qui te dit, OK, ce matin, je me lève, puis j'ai jamais de misère à me lever le matin, puis j'ai jamais l'impression tant que ça de me dire, je m'en vais travailler, tu sais. Au contraire, je suis comme, OK, non, pour moi, c'est un privilège, j'aime ce que je fais, je trouve ça tellement stimulant que, puis je peux faire la différence, là. Il y a très peu de personnes qui ont cette occasion, tu sais, je veux dire, mais reste de Longueuil, il y a juste un poste. Oui, c'est ça. Fait que je me dis, hey, regarde, je le fais, puis je donne mon 110%, puis
c'est un mandat, tu sais, c'est une fonction qui est importante. Puis je peux contribuer justement à l'action, donc ça, c'est évidemment très porteur. Puis si tu avais à définir ton pourquoi en une phrase, ce serait quoi en tant que tel? Ça peut être un peu plus qu'une phrase sinon. Oui, mais c'est sûr que c'est pour faire la différence, améliorer la vie des gens. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est intéressant avec la politique, c'est que c'est autant une façon de s'impliquer très, très localement dans sa communauté que de promouvoir ses grandes idées pour la société. Mais c'est sûr qu'au final, tout le monde qui se lance en politique, on peut avoir des différends, mais tout le monde le fait pour améliorer sa communauté, sa société, puis faire le bien, puis sentir qu'on fait la différence. Puis aussi, je pense que les croyances sont quelque chose de quand même assez important en politique. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a différents partis, justement parce qu'ils valorisent différents aspects de différentes manières. Puis je pense que tant que t'es proche de ce que... Je sais plus, je pense que c'était avec Rolande, justement, qui est dans ton équipe aussi, que j'en parlais. Rolande, qui est la plus jeune conseillère municipale jamais élue dans toute l'histoire de la ville de Longueuil. Rolande Balma, c'est... celles et ceux qui te suivent veulent aller suivre son parcours. C'est très inspirant. Absolument. Également, Lisa Belaïcha, qui a été élue à peine plus vieille que Rolande. Les deux filles avaient 21 et 22 ans lors de l'élection du 17 novembre 2021. Donc, des beaux modèles. Vraiment. Puis justement, dans la saison 1, parce qu'on l'avait reçue dans mon comité Femmes en affaires pour l'événement avec le comité du mois de l'histoire des Noirs. Oui. Puis c'est comme ça, en fait, que je l'ai rencontrée, que je l'avais interviewée. Puis je pense que justement, c'est de ça qu'on parlait parce que, oui, les gens vont avoir des différentes idéologies politiques, mais au final, c'est que tout le monde le fait par cœur. Et tout le monde le fait pour justement aller chercher... Pas chercher, mais vraiment rallier, en fait, toutes ces croyances-là puis en faire une réalité, je pense. Donc... C'est sûr, oui, c'est très bien dit. C'est ça, je trouve intéressant aussi, parce que les gens critiquent tous les politiciens, mais comme... C'est souvent aussi différentes personnalités qui arrivent. Des fois, c'est que les gens clashent juste parce qu'admettons, dans ton parcours, il y a quelque chose qui a fait en sorte que de la manière dont tu perçois cette personne, cet individu-là, ça vient clasher, pas nécessairement par ses idéologies. Donc, il y a beaucoup aussi d'aspects sociaux en politique que je trouve hyper intéressants. Tout à fait. Mais je me demandais justement, dans ton parcours politique, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont particulièrement inspirée? Et lesquelles? Oui, mais pas dans mon parcours comme tel. C'est plus des femmes que je suis, que j'ai suivies aussi à l'international. Donc, l'ancienne première ministre de Finlande, Sanna Marin, qui a été élue première ministre à 34 ans. L'ancienne première ministre également de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Vraiment des femmes très inspirantes avec un style de leadership, de politique, de façon de s'assumer totalement en tant que femme, dans leur qualité, comme dans leur... je vais pas dire... genre vulnérabilité, en fait. Non, que je trouve très, très inspirante. Fait que oui, ça, c'est des beaux modèles politiques pour moi. Ouais. Mais autrement, tu sais, sur le plan plus personnel, outre le politique, moi, j'ai été inspirée par les femmes de ma vie. Autant ma mère, mes deux grands-mères qui ont été très présentes pour moi dans mon enfance, qui m'ont beaucoup gardée. Ma grand-mère paternelle, c'est elle qui m'a donné un peu le goût de l'action politique, j'ai l'impression, puisque c'était une féministe très engagée engagée dans son discours, pas tant engagée de façon militante. Elle l'a été un peu plus tard, finalement, les deux. Elle m'a beaucoup suivie dans mon parcours politique. Mais donc, l'histoire, l'importance de la langue, la culture et le droit des femmes, c'est vraiment des valeurs que m'a inculqué beaucoup ma grand-mère paternelle. Puis ma grand-mère maternelle, tu sais, venait d'une autre génération, était beaucoup plus âgée. Puis, tu sais, l'avancement quand même de la place des femmes. Tu sais, elle n'était pas dans une posture revendicatrice, mais je le constatais de par son parcours, de par son histoire, le lien avec la religion. Donc, elles m'ont... Puis les valeurs de partage, les valeurs familiales, elles m'ont beaucoup, beaucoup appris. Puis c'est sûr qu'elles ont forgé la femme que je suis aujourd'hui. Ben c'est sûr, les liens familiaux, c'est souvent les plus forts aussi en tant que tels. Puis tu parlais de ta grand-mère qui était peut-être pas revendicatrice en tant que telle, mais qui t'a inculqué un peu ces valeurs-là et ces idéologies. Mais j'ai l'impression que pour être féministe, t'as pas nécessairement besoin d'aller dans la rue, le crier, tant que tu le véhicules par ta vie de tous les jours et tes petites actions au quotidien, les personnes qui t'influencent. Je veux dire,
c'est la base de toute chose, tu sais. Totalement. C'est pour ça que je pense que ma grand-mère, même si elle n'était pas à ce moment-là, tu sais, elle n'était pas nécessairement dans une organisation féministe ou dans un syndicat ou quoi que ce soit, mais juste l'effet qu'elle a eu sur ses petits-enfants, 11 petits-enfants quand même, est immense, tu sais. Après, la différence qu'on fait, puis ça se multiplie, puis Ouais. Ça, à date, dans ton parcours, autant personnel que professionnel, ça peut être les deux, c'est quoi la chose dont tu es le plus fière à date, que tu dirais? Hey, c'est une bonne question. Je suis fière de plein de choses. Je pense que d'être restée comme authentique, sincère dans mon engagement, toujours, tu sais. Cette sincérité-là, c'est toujours ça qui me guide dans toutes mes décisions. D'avoir également... Tu sais, je pense que quand j'ai été élue à 24 ans, je m'étais comme donné la mission d'intéresser aussi d'autres jeunes à la politique, puis d'être... Tu sais, de tendre la main, puis ça, en tout cas, j'ai fait plusieurs choses qui tu sais, j'ai fait des tournées dans les écoles, j'en fais encore aujourd'hui. J'ai écrit un livre sur l'engagement dans ma première année, en fait, comme députée. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'accepte les invitations justement, qui me permettent de m'adresser à la relève, puis tout ça. Fait que c'était quelque chose qui était important pour moi. Puis je suis fière de voir que c'est quelque chose que j'ai dit la soirée de mon élection, puis que j'ai vraiment tenu par la suite. Puis... évidemment, après chaque projet, chaque geste qu'on voit qui a fait... tu sais, là, c'est sûr que comme mairesse, je peux vraiment avoir une influence directe sur ma communauté. Tu sais, je les vois, les projets être mis en œuvre. Là, ça fait juste un petit peu plus que 2 ans. Fait que là, on commence à voir le résultat un peu de notre action déjà. Ça, c'est très gratifiant. C'est ça, dans le fond, tes décisions, souvent, c'est que tu vas pas voir le résultat directement. Hein? Ça va prendre plusieurs années à être mise en place, que les choses changent, que les choses bougent. Oui, mais je te dirais que je suis même étonnée de voir déjà des choses qui changent, autant dans ma ville que même, tantôt quand je te parlais de l'influence sur les jeunes, tu sais, l'année passée, on avait comme un congrès, où il y a 2 ans, on avait un congrès des municipalités, des élus municipaux, en fait, on appelle ça les assises de l'Union des municipalités du Québec. Puis il y a 2 jeunes qui sont venus me voir pour me dire qu'ils s'étaient présentés... parce que je leur avais justement... je les avais inspirés à le faire. Je me dis, wow, tu sais, c'est gratifiant. Mais oui, c'est sûr. Puis ça prouve que tu es un modèle d'inspiration aussi pour les jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Oui, j'étais comme, oh mon Dieu, déjà... je pensais pas avoir comme cette influence-là, mais dans le fond, c'est sûr que je travaille un peu pour ça, donc tant mieux si ça porte ses fruits. Puis je pense aussi que dans la vie, on pourra jamais mesurer le réel impact qu'on a sur... le monde en tant que tel, parce que tu vas jamais parler à chaque individu, mais comme beaucoup de gens me l'ont dit dans la vie, c'est pas à propos de ce que tu fais, c'est à propos de comment tu fais sentir les gens. Ouais, c'est bien dit. Avec les faire sentir, c'était ça? Oui, mais ce que tu fais ressentir exactement. aux gens, non, donc je pense que ton impact est beaucoup plus grand aussi que auquel tu peux penser en ce moment. Oui, probablement, c'est vrai, oui. Je suis pas mal certaine. Mais, justement, on parle beaucoup de jeunes en politique et que c'est vraiment important pour toi de démocratiser un peu la politique pour les jeunes. Puis, ce serait quoi, mettons, les conseils ou le conseil que tu donnerais pour les jeunes qui voudraient se lancer en politique? Se faire confiance. Moi, c'est vraiment ce que je mets le plus de l'avant parce qu'on a une place, on a une voix qui doit être entendue, une place qui doit être prise. Et souvent, justement, on doute de soi, on se demande est-ce qu'on a l'expérience requise. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on commence sa vie professionnelle, on n'a pas la même expérience dans un domaine que quelqu'un qui a 50 ans ou plus. C'est évident. Mais on a autre chose, on a un point de vue qui est important parce que dans une démocratie représentative, on doit avoir, justement, ça le dit, là, une représentation de l'ensemble des groupes de la population, de la société, parce que c'est comme ça qu'on arrive à prendre les meilleures décisions puis de s'assurer qu'il n'y a pas d'angle mort non plus dans les décisions qui sont prises. Puis tu sais, avec mon expérience, puis en fait, là, je veux parler d'expérience comme telle, mais je veux dire, je l'ai bien vu, là, que, en fait, tu sais, la compétence n'est pas... en fait, l'expérience n'est pas toujours garante de compétence, puis l'âge n'est pas toujours garante de l'expérience non plus. Tu sais, moi, quand je me suis présentée à la mairie de Longueuil, j'avais 29 ans, puis j'avais plus d'expérience politique, en fait, que les autres candidats qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc, pour ça, c'est toujours la petite méthode que je lance. Puis après, ben en politique, justement, il n'y a rien qui prépare vraiment pour ça. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation qui te permet de dire, écoute, faire la politique. Tu peux arriver d'un bagage
totalement différent. Tu peux être allé à l'université, pas aller à l'université, venir dans un monde professionnel, être un homme, une femme, d'avoir 25 ans ou d'en avoir 60. Tout le monde a sa place. Ouais. T'es en politique, puis c'est important. Puis toi, en tant que tel, quand tu t'es présentée à 23 ans, tu disais que, justement, quand t'es rentrée là-dedans, t'avais eu la piqûre. C'est quoi qui t'a donné cette piqûre-là, justement, que t'as vraiment aimé? C'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important à avoir en politique, c'est d'aimer les gens. Puis c'est sûr que une campagne politique, ça fait en sorte, une campagne électorale, ça fait en sorte que tu rencontres beaucoup de gens, tu vas au-devant. Tu sais, on n'est pas habitué dans le quotidien de dire « Hey, je vais aller vers des nouvelles personnes pour comprendre leur réalité, pour savoir ce qu'elles pensent de tel ou tel enjeu. » Fait que c'est sûr que ça travaille la sortie de zone de confort, comme on dit. Mais c'est tellement intéressant, puis je trouve que ça apporte beaucoup. Je me nourris beaucoup de ça, en fait. Puis, je pense que c'est ça qui m'avait le plus marqué à ma première campagne. Ouais. Puis chaque personne a son histoire aussi. Puis chaque personne est inspirante à sa manière, je pense. Tellement. Puis je m'en souviens, parce que cet été, j'ai dû faire beaucoup de 5 à 7 toute seule. Et dans ces moments-là, justement, quand tu connais personne et que tu dois aller vers les gens, t'es tellement stressée. C'est dur, là. C'est ça. Ouais. Donc, c'est comme... Tu sais, moi, j'ai pas d'anxiété sociale. J'ai vraiment été chanceuse d'être quand même à l'aise avec les gens. Puis c'est quand même un talent naturel que j'ai. Mais des fois, je pense aux personnes qui l'ont moins facilement, cet aspect-là relationnel. Quel conseil tu donnerais, selon toi, si tu veux passer par-dessus cette part-là, d'aller vers les gens, mettons? Ça commence par un. Tu sais, ça revient à la fameuse phrase de sortir de sa zone de confort. Tu sais, si t'en fais un, là, une fois, ben, puis que ça se passe bien, ben, tu as un petit peu plus de confiance. Puis là, ça fait un d'autre. Puis là, tu vois que finalement, c'est pas si mal. Puis c'est comme de la pratique. Puis ça part comme ça. Tu sais, faut pas voir... Dans le fond, c'est la théorie du petit pas, peut-être. Ouais. Vraiment, pas se mettre pression, faire ce qu'on est capable de faire. Puis justement, juste de ça, même si c'est un petit peu à l'extérieur de la zone de confort, ben ça va agrandir cette zone-là, puis ça va te porter, tu sais. Définitivement. Juste faire le petit pas en premier. Puis ça, je dis tout le temps aussi, c'est que la confiance... Il y a des gens qui pensent que la confiance en soi, ça se bâtit un peu tout seul. Puis il y a des gens qui sont comme « Non, mais toi, t'es né en ayant confiance en toi. » Mais comme... Il y a des gens... OK, je dis encore une phrase en anglais, là, mais tu me diras si t'as une traduction. Parce que j'en ai pas encore trouvé, mais « Fake it till you make it ». Puis je sais pas comment le traduire en français, là. Fais semblant jusqu'à ce que tu l'atteignes. Fais semblant jusqu'à ce que tu l'atteignes, exactement. Puis je pense honnêtement que c'est quelque chose que moi, je me dis depuis le secondaire. Mes amis me connaissaient pour dire cette phrase-là, puis un jour en secondaire 5, tu devais écrire une phrase qui te représentait, et ensuite mes collègues de classe devaient deviner c'était qui. C'était sûr que tout le monde l'avait su que c'était toi. C'est ça, exactement. Ouais. Toutes mes amies étaient comme, c'est Juliette qui a écrit ça. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment un aspect aussi de... L'action, c'est ça qui va créer la confiance en soi au final. Parce qu'il n'y a personne qui naît sur cette terre en ayant confiance en soi. Non, t'as raison. Par contre, tantôt t'as parlé, tu sais, que t'es quand même... tu peux être privilégié parce que t'as une faculté de comme bien pouvoir t'exprimer, ou tu sais, une habileté relationnelle. Puis c'est sûr que ça part, même... Tu sais, la confiance en soi, il y a l'estime de soi qui précède ça. Puis c'est sûr qu'il y a plein de facteurs dans la vie qui peuvent en faire en sorte que... Malheureusement, t'as pas eu cette estime-là qui a été nourrie, qui a été bâtie dans ton enfance. L'entourage joue beaucoup. Tu sais, moi, je me disais, je suis tellement chanceuse d'être née dans un milieu familial, tu sais, rempli d'amour, puis tu sais, qui m'a formée comme personne, puis qui a sûrement bâti ce cadre-là qui fait en sorte que maintenant, mon estime de moi est tellement forte que je suis capable de bâtir la confiance en moi. Fait que faut quand même être conscient, mais tu l'as bien dit tantôt, là, qu'on part pas nécessairement tous de la même place. Mais oui, c'est toujours possible de l'augmenter. C'est pour ça qu'on parle jamais trop de comme... On peut pas penser qu'on est égaux. Tu sais, c'est pas une égalité, parce que c'est pas vrai que tout le monde parle à la même place. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'équité. C'est de donner les outils. Tu sais, qu'on donne plus d'outils à ceux qui partent de plus loin, par exemple, puis c'est pas tout le monde qui a besoin de la même quantité d'outils pour cette raison-là. Puis on avait déjà aussi expliqué le concept d'égalité et d'équité d'une manière que j'adore. C'est que l'égalité, c'est mettre tout le monde sur le même pilier, peu importe avec ses compétences, Dans le fond, c'est que personne n'a les mêmes cartes dans la vie, disons-le comme ça. Donc, si tu mets tout le monde sur le même pied d'égalité, ben il va quand même avoir des énormes différences de potentiel, de possibilités, tout ça. Mais l'équité,
c'est que tu vas aller mettre le piédestal, disons, à une hauteur qui est propice à chacun pour ramener tout le monde ensemble. Tout à fait. C'est une belle image pour résumer ce que j'ai voulu dire. Ouais. C'est ça, fait que je trouve ça vraiment... Parce que quand on me l'a dit comme ça, j'étais comme, ça a tellement J'ai déjà vu une image passée aussi, je pense, sur le web, qui illustrait vraiment bien ça. C'est ça. Puis, comme tu disais, justement, moi aussi, je pense que j'ai vraiment eu de la chance parce que je viens d'un milieu qui est aimant. Je suis enfant unique, mes parents m'ont toujours donné tout l'amour du monde, puis je sais que ça a eu un impact énorme sur ma confiance en soi, parce que veux pas, quand t'es enfant aussi, la confiance en soi, tu vas la chercher des gens qui t'entourent, puis c'est ceux qui voient ton potentiel qui est un peu reflété en toi au final. Tout à fait. Puis, j'ai l'impression justement que la santé mentale aussi, c'est un aspect qui est quand même assez important en politique, vu justement l'aspect qui est quand même assez important parce qu'on s'entend, comme tu l'as dit, je pense que le fait d'être avec autant de personnes, ça peut avoir un impact sur ton énergie et ta santé mentale, mais est-ce qu'il y a des ressources, en fait, plus spécifiques, disons, aux députés, aux élus, ou bien dans les postes des postes en politique, en fait? Ça commence à se développer, là. Je te dirais que la santé mentale chez les élus, c'était pas une question qui était vraiment discutée il y a à peine, je veux dire, quelques années, mais même quelques mois. Ouais. Tu sais, c'est super récent comme discussion dans l'espace public. On est de plus en plus, justement, conscient de la pression. Puis, non seulement de la pression, là, parce que la pression, il y en a dans bien des milieux professionnels, mais aussi, c'est sûr que, tu sais, les commentaires extérieurs, on en a parlé un petit peu plus tôt. Encore là, il y a d'autres milieux qui en ont, mais les autres milieux ont généralement des façons, des ressources, des recours, ce qui n'était pas nécessairement le cas en politique auparavant. Même encore, c'est tout récent que la ministre des Affaires municipales a annoncé que les élus auraient droit aux programmes d'aide et de soutien qui sont disponibles aux employés des municipalités. C'est fou, mettons un fonctionnaire à la ville de Longueuil pouvait avoir accès à un programme d'aide aux employés, mais pas un élu, pas un conseiller municipal. Donc, ça apparaît, tu sais, je vois ton visage, ça semble illogique. Puis effectivement, le contraire tombe aussi sous le sens, et que là, on vient de corriger ça, mais c'est comme si on nous mettait toujours dans une catégorie à part, comme si on n'avait pas besoin de prendre soin de notre santé mentale, mais il va sans dire que si on veut être en forme puis qu'on veut bien servir la population, ben il faut aussi qu'on prenne soin de nous d'abord. Ben absolument. Puis je veux dire, une fois que tu prends soin de toi et que... On fait plein de métaphores, ça. C'est comme... Avoue que t'allais dire l'affaire du masque dans l'avion. Moi, c'est vraiment la métaphore qui me vient en tête, dans le sens que ils disent toujours, ben, faut que tu mettes ton propre masque avant d'aider les autres. Ouais. Ben, tu sais, ça vaut en politique, ça vaut dans plein de choses. Exactement. Puis tu peux donner beaucoup plus aux autres quand t'es bien avec toi-même. Puis les autres aussi peuvent s'inspirer de cette confiance en soi que t'as. Oui, mais c'est ça, tu veux partager ton énergie, mais pour autant que t'en aies, là. Exact. Il faut que tu la préserves aussi, il faut que tu y fasses attention. Oui. Puis je pense que c'est vraiment important de prioriser la santé mentale. Moi, c'est un des sujets qui me tient beaucoup à cœur, justement. Puis juste démocratiser et enlever les stigmas qui sont associés aussi à la santé mentale, que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Oui, mais ça commence à changer. Puis des fois, je trouve qu'on est sévère envers nous, dans le sens où, comme société, là, on parle pas assez de telle chose, mais tu sais, si on prend un peu de recul, on voit qu'on en parle quand même beaucoup plus. Qu'avant, ça va peut-être pas assez vite à notre goût, là, tu sais, quand c'est quelque chose qui nous préoccupe, qu'on a à cœur, on voudrait que tout change du jour au lendemain, puis c'est bien normal. Mais quand tu regardes ça quand même de l'entrée, t'es comme, aïe, tu sais, on en a fait du chemin en pas si longtemps que ça, là, quand tu prends un peu de perspective, là. Ah oui, ben juste regarder avant les années comme 1975-80, juste même en tant que femme, c'est fou le progrès qui est arrivé, comme... C'est ça, j'en parlais avec ma mère ce matin, justement. Puis... On a eu, j'ai l'impression, une courbe qui a été quand même assez rapide de beaucoup plus parler du droit des femmes, de la place des femmes dans la société, vraiment qu'on devienne considéré comme étant un individu à part entière comme on le mérite. Parce que pendant une bonne partie de l'histoire, la femme était là pour, j'ai l'impression, juste être cute, prendre soin des enfants, faire le ménage, faire la nourriture, puis t'as pas de personnalité à toi-même, ce qui n'est pas le cas. Puis en ce moment, justement, je pense que dans la société, on voit beaucoup... des reculs, en fait, mais quand on regarde la courbe d'apprentissage, c'est vrai qu'au final, il y a quand même eu des progrès qu'on doit prendre en considération. Ils sont majeurs, là. Ne serait-ce qu'en 10 ans sur la culture, des relations hommes-femmes. En termes de consentement, de conscientisation aussi, j'ai l'impression. Tout à fait, d'éducation. Sérieux, on a fait du chemin, là.
Puis on va continuer à en faire aussi, je pense. Ouais, tant mieux, il faut. Ouais. J'espère qu'on est toujours en mode de progression. Des fois, c'est inquiétant, des fois, il y a des reculs. Il faut être toujours vigilant. Mais globalement, je pense que quand même, des fois, il faut se donner des petites tapes dans le dos. Ouais. Puis on s'en va dans la bonne direction, j'ai l'impression. Ben, en tout cas, moi, je fais partie de l'équipe des optimistes. Moi aussi. Beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression que c'est... Mais autrement, moi, je trouve ça, c'est paralysant, tu sais. Puis je me dis, aussi bien tenter quelque chose, faire partie de la solution, ça aide à combattre l'anxiété aussi, tu sais. Ben, tu sais, je rencontre justement souvent des jeunes qui me parlent de l'éco-anxiété. Oui. Ben, comment on fait pour combattre ça? Ben, je suis convaincue que c'est en étant dans le changement, dans l'action. Parce qu'on se dit, oui, on changera peut-être pas tout, mais tu participes à ça, tu participes à quelque chose qui est plus grand que toi. Puis ça aide à reprendre un tantinet, au moins, de contrôle sur des choses qui t'échappent, parce que ça vient de ça. Beaucoup l'anxiété, là, quand tu te sens comme submergé puis t'as aucun contrôle. Ben là, c'est comme une action de prendre un certain contrôle sur la suite des choses. Ouais. C'est ça, je disais aussi, quand moi, je suis stressée, je sais que c'est parce que j'ai trop mis de côté des choses que je sais que je devais faire et que ça s'est juste accumulé et que, justement, c'est comme une paralysie que j'ai. Mais ça devient comme une angoisse. Là. Oui, vraiment, c'est lourd. Tu le sens dans ta poitrine qu'il y a un poids. Mais une fois que je recommence justement à faire des petites actions, à agir, juste cocher un petit truc de ma to-do list, je sens comme si c'est un petit poids qui s'enlève de moi. Et je sais que, genre, souvent commencer, c'est la partie la plus difficile, en général. Donc, apprendre à commencer, juste faire une petite action, je pense que ça peut vraiment, vraiment aider. Puis comme tu le dis, à réduire l'anxiété. Tout à fait. Je voulais savoir, en fait, quelles étaient tes aspirations futures pour les peut-être 5 prochaines années? Est-ce que tu comptes rester en politique, peut-être aller explorer d'autres milieux? À quoi ça ressemble? C'est sûr que je vais pas faire la politique toute ma vie. Ben, en ce sens, ça va toujours m'intéresser. Je vais toujours être impliquée d'une façon ou d'une autre, mais je veux dire la politique active en tant que travail. Parce que je considère que c'est sain de passer aussi le flambeau, puis si on est trop longtemps dans une position, surtout en politique, on devient comme trop confortable, puis on se remet pas à son question, puis il faut aussi, je pense, laisser de la place à l'innovation des nouvelles personnes, des nouvelles idées, bref. Fait que je sais pas trop, moi, où la vie va me mener, mais je fais vraiment confiance, justement, à la suite, parce que c'est ça qui a fait en sorte d'avoir... c'est ça qui m'a menée où je suis aujourd'hui, puis qui a fait en sorte que j'ai eu un parcours aussi intéressant jusqu'à maintenant. Puis plus tu bâtis justement cette confiance en toi, plus aussi tu vas pouvoir aller prendre de plus gros projets, puis faire plus gros impacts et tout ça. Puis la population de Longueuil en tant que telle, c'est combien d'habitants déjà? 262 000 habitants. C'est beaucoup de personnes. C'est la 5e plus grande ville du Québec, mais je suis aussi à la tête En fait, je suis la présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, qui regroupe également les municipalités là, de Brossard, Saint-Lambert, Saint-Bruno et Boucherville. Et ça, c'est à peu près un demi-million de personnes. Ouais, c'est énorme. C'est un gros territoire, oui, effectivement. 1 milliard de dollars de budget. Tu le représentes avec brio, en tout cas. Ça, j'en suis certaine. Et t'es une femme absolument inspirante. Mais comme dernière question, en fait, la question que je pose à toutes mes invitées, c'est qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Cette façon de prendre notre place, justement, de dire, hey, grâce aux générations qui nous ont précédées, en tout cas, je me sens très reconnaissante, tu sais, d'avoir l'occasion de représenter, tu sais, d'une certaine façon, pas toutes les femmes, là, je représente que moi, mais en même temps, je dois porter la voix de celles et ceux que je représente, mais de voir qu'il y a de plus en plus, en fait, pas de plus en plus, mais il y en a, tu sais, il y a tellement d'alliés avec nous. Ça me rend fière. Je veux dire, moi, j'ai toujours été, je pense aussi, d'assumer. Tu sais, en politique, il y a beaucoup de femmes, puis je les comprends, là, parce que c'est un moule qui est imposé, un moule qui a été défini par les hommes qui ont voulu un peu se fondre là-dedans. Moi, je revendique pleinement. Puis je peux maintenant le faire parce que, justement, ces femmes-là ont défriché, puis c'était pas facile, puis tout ça, puis le dire, il y a un modèle féminin possible aussi en politique, puis qui est très important. Ben, non, c'est ce qui me rend fière. Définitivement. Puis plus on va avoir de modèles, j'ai l'impression, plus il y a des femmes qui vont vouloir y aller aussi, puis moins on va avoir peur, puis briser les plafonds de verre, parce qu'il y en a encore des plafonds de verre en politique. Mais ça, c'est prouvé, en fait. Là, les modèles, c'est ce qui fait la plus grande différence. Comme d'inspiration en tant que telle, pour moi, dans le milieu des affaires, on s'entend, il y a Whitney Wolf Herd qui a fait sa mise justement en bourse, qui a atteint le milliard. Je pense que c'était la première femme à faire ça, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Donc, pour moi, les modèles d'inspiration aussi. Puis comme tu le dis si bien, les femmes qui sont venues avant nous et qui sont battues pour nous offrir l'opportunité qu'on a aujourd'hui,
on doit y faire honneur et c'est notre pouvoir aussi, notre devoir de faire en sorte que les femmes de demain vont pouvoir marcher dans nos traces et aller encore plus loin. C'est tellement bien dit, donc vigilance et ouverture. J'adore. Ben écoute, Catherine, merci beaucoup d'avoir passé l'heure avec moi. C'est un plaisir de discuter avec toi, puis t'es tellement inspirante, honnêtement. Je te souhaite le plus beau des parcours pour le retour, puis merci beaucoup d'avoir passé cette journée. Merci vraiment à toi, Juliette, puis je te retourne le compliment, vraiment.